Bonsoir à tous, je vais vous présenter les personnes ici sur scène. Donc, vous avez donc les danseurs Ali Karambeu et Taïb Yacoub. Mohamed Jazi, qui est réalisateur, producteur et auteur de vidéos. Donc, avant de démarrer. En collaboration avec Aïssa International. Peut-être avant de rentrer un peu plus dans le sujet, si vous avez des réactions, des questions sur ce que vous avez vu, entendu. Merci pour cette performance. Une question un peu pour humoristique. J'ai chaud de vous voir dans les boîtes en caoutchouc. Je ne sais pas si vous avez chaud ou vous transpirez dedans. La deuxième chose que je voulais dire, je ne sais pas ce qu'on va parler dans le débat. Je trouve excellent tout ce que vous présentez effectivement sur ce que ressentent, ce que vivent les gens qui arrivent dans les pays comme la France et qui vivent finalement dans la France. Et puis en plus c'était intéressant parce qu'il y en avait un en fait qui était quasiment français, pas qui est français puisqu'il est né en France. Et je voulais rapporter ça sur le fait que les idées actuelles qui sont portées par nos gouvernants, qu'on ne valide pas, mais qui disent en fait les réfugiés, les migrants, c'est un problème, et c'est un problème parce qu'en fait on parle constamment de cette notion de il y a un problème économique, il y a un problème de dictature où ils sont et tout ça. Donc en fait, pour régler ça, il faut régler ça dans le pays d'origine. C'est une idée qui est très profondément propagée actuellement. Et ce qui m'énerve d'entendre ça constamment, c'est le fait de dire toujours bon, il y a un problème dans leur pays d'origine, donc il faut aller résoudre le problème là-bas, et on va résoudre l'immigration. Il n'y a jamais un autre discours qui est juste simplement de dire bon, bah, si des gens veulent venir en France ou dans un autre pays, eh bien qu'ils viennent, quoi. Et la Société des Nations avait presque failli, après la Deuxième Guerre mondiale, demander la suppression des passeports pour que les gens puissent se déplacer n'importe où dans le monde. Et donc, moi j'ai une petite frustration des fois, et je me dis, est-ce que vous, artistes, maintenant, vous pouvez faire quelque chose pour nous donner, par des performances, par des paroles, parce que vous allez travailler, vous allez savoir le dire, nous communiquer quelque chose où en fait on va pouvoir parler d'autre chose que uniquement il y a une raison économique pour laquelle ils viennent, et donc il faut résoudre cette raison économique au lieu de dire tout simplement bah, c'est l'humain de recevoir des gens ou de les laisser venir. Est-ce que vous pouvez parce que nos politiques ne le font pas, donc est-ce que vous pouvez le faire? Je vous renvoie là-bas, hein, j'essaie de le faire moi, mais je vous renvoie là-bas. C'est peut-être c'est une des choses que j'aimerais dont on parle. Merci, on peut peut-être solliciter d'autres réactions par rapport à la performance qu'on vient de voir, que ce soit la performance audiovisuelle ou la performance dansée. Puis après ça, on rassemble ces questions-là et puis on voit comment est-ce que nos amis réagissent et répondent. Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions ou sollicitations dans l'immédiat, je voulais vous présenter donc également Aline Angousture, qui est responsable de la mission Archives et Histoire à l'OFPRA, donc l'Office français pour les réfugiés et les apatrides. Et Saskia Norbeck, qui est coordinatrice du projet Specially Unknown, qui est l'intitulé aussi de cette soirée. En quelques mots, c'est un projet européen avec des partenaires italiens, allemands et belges ici présents ce soir, qui est vraiment de travailler sur l'histoire orale des réfugiés en Europe,
de créer un certain nombre de ressources et d'archives à partir d'entretiens qui ont été menés par les uns et les autres, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et puis d'impliquer vraiment aussi dans tout ce travail d'entretien des personnes qui ont vécu ou qui sont liées plus ou moins près à l'exil et qui participent aussi du coup à un travail de production artistique et de création. Et donc c'est ce qu'on a essayé de mener depuis plus d'1 an, même si effectivement le travail de collaboration entre Taïgé, Ahmed Ali Karambeu, Mohamed Hijazi et Aïssam Fadjaï s'est fait dans une réalité très très courte, c'est-à-dire qu'en une dizaine de jours, ils ont travaillé ensemble, voilà, comme pour arriver à présenter et à échanger ce soir sur ce sujet. Voilà, on va peut-être laisser passer la parole à, sauf si vous avez des choses peut-être à rajouter. Mais sinon, vous voulez laisser la parole à Saskia, qui fera peut-être un petit mix de français et d'anglais en fonction des mots. Et après, je voudrais bien remercier tous les artistes qui ont travaillé, parce que c'est unique qu'on a collectionné des histoires de réfugiés. On a fait des vidéos, on a fait les transcriptions, on les donne aux archives, mais normalement ça va disparaître dans les archives et seulement les gens qui nous sont vraiment intéressés vont là-bas pour lire ou voir. Et on a pensé qu'est-ce que c'est la manière de redonner les histoires au public. Et on a donné la liberté à toutes les cités qui sont dans le projet de voir comment ils veulent redonner ces histoires. Et pour moi, c'était une grande surprise que la danse est combinée avec la vidéo et qu'on a travaillé sur les interviews et on a fait une performance comme on a vu et je suis très heureux et très fière. Et je pense, en réponse sur la question de ce monsieur, que c'est une manière de changer le débat. Si on peut donner des histoires avec les émotions et les images, et ça c'est pour moi, ça suffit pour ce moment, je crois. Mais c'est unique qu'à Paris, on a choisi de raconter les histoires à une manière comme vous avez vu, et je suis très contente avec ça. Voilà, là, on revient sur l'articulation entre une proposition de création, que ce soit audiovisuelle ou que ce soit dansé, et les problématiques autour des migrants, autour des réfugiés, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Aline pourra nous l'expliquer. Mais voilà, est-ce que les artistes sont bien placés, les mieux placés pour nous faire avancer, pour aiguiser notre regard sur ces problématiques-là? J'aimerais bien justement que vous preniez la parole là-dessus, que vous réagissiez par rapport à ce que vous avez vu, aux émotions que ça a pu réagir chez vous. Il y a une table là-bas, puis on fera circuler. Bonjour, merci beaucoup pour cette performance, c'était très émouvant et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'avais une question sur la manière dont vous avez travaillé tous ensemble, parce que vous venez chacun déjà avec vos histoires, avec votre personnalité, avec vos talents qui sont aussi très différents, et en même temps vous abordez cette thématique commune qui est celle de l'exode. Donc voilà, je voulais savoir comment vous avez travaillé ensemble à la fois sur cette thématique commune et en montrant aussi l'unicité de vos compétences et de vos talents et de vos histoires. C'est juste par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux artistes. Moi, je pense que les artistes sont vraiment le mieux placés pour parler de ça. Dans la jungle de Calais, qu'est-ce qu'on a vu arriver? C'est les artistes. On a vu arriver Banksy, puis tous les autres gens qui étaient là pour faire du lien avec les réfugiés. Donc, justement, le statut de l'artiste, c'est un petit peu quelque chose de spécial, et c'est là où il est... c'est justement sur ces problématiques-là qu'il est hyper utile et irremplaçable. Voilà. Irremplaçable, l'artiste? Bien sûr, oui.
Moi, je réponds aussi à la question du monsieur parce que moi, je travaille avec mon association depuis 2005 dans les camps de réfugiés en Afrique, au Tchad. J'ai développé des ateliers avec une approche pédagogique en travaillant avec des réfugiés pour leur amener le bien déjà dans le corps et à pouvoir créer des liens d'intégration entre réfugiés et autochtones. Et la même chose aussi, le projet est parti dans d'autres pays en Afrique et aussi ici en Europe. J'ai travaillé beaucoup avec ces projets et avec des réfugiés en Allemagne, dans beaucoup de villes en Allemagne. J'ai travaillé sur la question d'intégration et sur la question des cultures des réfugiés et comment traiter ensemble les problématiques. Mais le problématique, il est très large. Comment faire? Comment aider l'artiste? L'artiste a les outils, mais il n'a pas des moyens pour répartir, pour vraiment travailler avec d'autres professionnels qui ont envie de travailler dans ces cadres-là. Et la question des moyens, l'artiste, c'est vraiment un outil qui pourra vraiment être capable d'atteindre des objectifs, à pouvoir communiquer avec les jeunes, surtout que les jeunes qui arrivent, c'est l'art qui est aussi un moyen plus efficace pour pouvoir les communiquer, les passer des messages. Mais bon, on n'a pas de moyens pour ça, on le fait, ce qu'on fait, c'est le peu qu'on peut faire avec des moyens qu'on a, avec des associations qui nous invitent à travailler et à communiquer là-dessus. Et voilà, je reviens sur la question de la performance qu'on a créée ces 2 semaines des créations de la performance, mais c'est 1 an de préparation avec Mohamed et avec Hicham et avec Sarah. Et en fait, comme ils ont fait des entretiens avec plusieurs déjà réfugiés, immigrés ici, et on nous a envoyé les entretiens pour nous pouvoir s'imprégner d'écouter ce qui se passe dans les entretiens pour pouvoir prendre dans le corps. Et voilà, c'est ça, et aussi avec le travail de Mohamed sur l'histoire qui nous a expliqué, qui nous a parlé. Il était aussi dans l'entretien, donc on a regardé tous les entretiens et comment créer des situations par rapport à ces entretiens. Donc voilà, on s'est inspiré des entretiens, mais aussi avec un regard d'artiste pour pouvoir le créer. J'utilise tous mes pouvoirs parler français. La première, je veux dire merci pour Tege, Ali, et Saskia, et Sarah, et Alexandre. Et je veux dire merci aussi pour l'atelier des artistes en musique, pour l'ordinateur et pour la place pour travailler, et pour la caméra et pour beaucoup de choses. Et pour moi, c'est la première fois que je travaille vidéo avec des danseurs, donc c'est un peu bizarre, quelque chose, pas bizarre, mais strange. Je ne sais pas le pratique de travail avec danseurs. Mais c'était bien, mais il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer, mais je trouve que c'était bien. Et c'est beaucoup pour parler français. Peut-être qu'on va passer la parole à Aline Angosture, qui va nous présenter. Je vais se présenter, Aline. Bonsoir. Merci. D'abord, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette présentation.
et aussi remercier les artistes pour ce qu'ils ont fait. Moi j'ai trouvé ça vraiment très émouvant, très fort, ça m'a beaucoup plu. Donc je dois me présenter. Donc je suis effectivement chef de la mission Histoire et Archives à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, qui est l'établissement public qui en France a pour mission de protéger les réfugiés et les apatrides, mais principalement les réfugiés. Alors je suis ici ce soir parce que d'abord j'étais partenaire du projet donc avec Sarah, avec l'association Générique, de ce projet de construction de témoignages. Et on m'a demandé ce soir de dire quelques mots de l'histoire et de la mémoire de la protection des réfugiés en France, avec quelques éléments sur Paris, mais je ne vais pas me concentrer sur Paris, dont je ne suis pas non plus spécialiste, je m'excuse. Et je vais prendre le mot réfugié au sens juridique du terme. Alors, je vais présenter d'abord peut-être un cadre général, je m'excuse, mais je pense que c'est très important de pouvoir voir ce cadre général avant de parler du travail qu'on mène à l'OFPRA, sur la connaissance de l'histoire et de la mémoire des réfugiés, puisque c'est bien de ça dont on parle dans ce projet. Je vais être embêtée avec le micro et le papier, donc je ne sais pas, je vais essayer de les poser. Vous m'excuserez si je fais des mouvements un peu bizarres. Quelques mots de présentation donc, de l'histoire de la protection des réfugiés. Ça me paraît important de rappeler que le statut de réfugié international, celui dont on parle juridiquement aujourd'hui, est né en 1922, le 5 juillet très précisément. Il est créé pour les Russes qui ont fui leur pays après la révolution bolchevique et la guerre civile. Il est créé non seulement pour les Russes, mais il est créé en bonne partie par les Russes. Le statut de réfugié, c'est une œuvre de réfugié en fait. Et ça, c'est assez intéressant à relever parce que ce sont beaucoup des juristes, notamment réfugiés russes et juifs russes d'ailleurs, qui ont créé ce statut. Alors, quelle forme prend ce statut? Il prend la forme d'un papier. Puisque l'arrangement crée un document qui s'appelle le certificat Nansen, créé par la Société des Nations dont vous avez parlé tout à l'heure, dont quelqu'un a parlé tout à l'heure. Et le certificat Nansen porte le nom de son concepteur, le haut-commissaire Fridtjof Nansen, qui était un Norvégien, un explorateur norvégien. On l'appelle parfois le passeport Nansen, même si ça ne ressemblait pas vraiment à un passeport, enfin en tout cas au début. Alors pourquoi un passeport? Pourquoi est-ce que c'est le passeport qui marque le statut de réfugié, la création du statut de réfugié? Parce qu'un décret soviétique avait retiré leur nationalité aux émigrés russes qui avaient quitté leur pays. C'est une dénationalisation collective en fait. Et c'est en réponse à cet acte qu'a été créé ce statut. Ce mode de fonctionnement s'est répété en 1923 en Turquie, dans la Turquie kémaliste à l'encontre des Arméniens de l'ancien Empire ottoman, à qui on a aussi retiré leur nationalité et donc on leur a étendu le bénéfice du passeport Nansen en 1924. Donc le réfugié moderne, comme le dit Peter Gatrell, qui est un spécialiste américain de réfugiés, est né d'une rupture d'allégeance forcée entre un groupe humain et son état d'origine. C'est vraiment l'origine de ce statut. Alors il avait beaucoup de limites, il était reconnu par une quinzaine de pays, dont un seul pays hors d'Europe, le Japon. Il définissait les réfugiés de façon pragmatique, c'est-à-dire les réfugiés sont les Russes qui ont quitté la Russie, les réfugiés sont les Arméniens qui ont quitté l'Arménie. Il ne donnait pas de droit autre que ce document qui permettait de se déplacer et d'attester de son identité. Et il symbolisait du coup pour beaucoup de réfugiés ce qu'ils avaient perdu. Vladimir Nabokov, qui était un réfugié russe et un écrivain que vous connaissez sûrement, critiquait ce document qu'il qualifiait de vers livide dans ses livres parce que c'est un document qui symbolisait tout ce qu'ils avaient perdu en fait. Mais avoir des papiers, et on en a parlé dans le spectacle, il était indispensable depuis le début du XXe siècle, c'est indispensable puisque tout le monde a des papiers depuis le début du XXe siècle, c'est là qu'on a commencé à créer les passeports, les cartes d'identité, etc. Et une phrase célèbre est attribuée parfois à un juriste et parfois à un proverbe russe qui dit qu'il manquait aux réfugiés le troisième élément constitutif de l'homme moderne, après l'âme et le corps, qui est le passeport. Donc c'est pour vous dire l'importance de ce document, vous en avez parlé, je trouve que c'est très émouvant de faire renaître le papier de cette manière. Pour certains d'entre eux, cela dit, ce document était tellement important qu'ils ont gardé le passeport, qu'ils ont gardé ce statut, alors ils auraient pu être naturalisés, je pense aux Arméniens par exemple, qui ont gardé ce statut parce que sur ce document, il avait écrit « réfugié arménien ». Et que lorsqu'un pays a disparu, eh bien, être réfugié arménien, c'est être arménien. Et si vous devenez français, vous perdez un peu quelque chose qui vous définit comme arménien. Alors la France est le premier pays d'asile de ces réfugiés dits Nansen à l'époque, donc jusqu'en 1939.
elle a mis en place des offices nationaux, offices russes, offices arméniens, qui sont les ancêtres de l'OFPRA, l'institution où je travaille. Les Russes, j'avais envoyé des petits papiers pour la préparation de ce spectacle. J'avais essayé de dire où ils étaient implantés. Les Russes sont énormément implantés à Paris. Il y avait 45 000 Russes à Paris en 1924. Et notamment le 15e arrondissement, c'est le cœur de l'implantation des Russes, mais aussi en banlieue d'importantes communautés, notamment à Boulogne-Billancourt, qui ont été peuplées de réfugiés russes. Et les réfugiés arméniens se sont installés sur un axe Marseille-Lyon-Paris. Et à Paris, ils étaient plutôt dans le 9e, vers Cadet, mais aussi à Issy-les-Moulineaux ou à Alfortville. Alors après la Seconde Guerre mondiale, il y a une autre étape du statut de réfugié, enfin une triple évolution que je voulais juste évoquer devant vous. D'abord, il a acquis une définition universelle contenue dans la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Ce ne sont plus les Russes, les Arméniens, mais c'est toute personne, alors c'est la définition d'aujourd'hui, toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou ne veut, du fait de cette crainte, je résume un petit peu le texte de l'article 1 à 2, y retourner. Alors cette universalité, elle a un pendant institutionnel en France dans la création de l'OFPRA, en 1952, parce que c'est la fin de tous ces offices par nationalité, et on crée donc une espèce d'office pour toutes les nationalités, donc ce qui est finalement le même sens. Mais cette universalité, elle était limitée jusqu'aux années 60, puisque les événements générateurs de ces craintes devaient avoir lieu avant 1951, lorsqu'on a signé la Convention, ce qui indique le cadre historique de la Convention, et elle répare les dommages de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est très fréquent dans tous les textes d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc on repart les dommages de la Shoah, de ceux qui ont rescapé la Shoah, de toutes les personnes déplacées après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait 7 millions de personnes déplacées en Europe. Et on veut protéger aussi tous ceux qui pourront s'échapper de derrière le rideau de fer, c'est-à-dire qui vont rester sous domination stalinienne. Ensuite, c'est une limitation à l'Europe, puisque ce statut est avant tout créé par les Européens, 19 pays signataires, dont 3 pays non européens, le Brésil, la Colombie et Israël. Et pour les Européens, puisque les événements générateurs doivent avoir pour cause des événements survenus, alors suivant le choix des pays, avant 1951, en Europe ou ailleurs. Et la France a choisi en Europe, lorsqu'elle a signé la Convention. Cette définition universelle ne le deviendra donc vraiment, au sens où on l'entend nous aujourd'hui, qu'à la suite de l'adhésion de nouveaux pays, donc il y a 146 pays aujourd'hui qui ont signé la Convention de Genève, et de la disparition en 1967 des 2 limites temporelles et géographiques, c'est-à-dire ça peut être après 1951, ça peut être le monde entier. En France, les premiers réfugiés venant du monde, enfin en grand nombre, parce qu'il y en a eu avant, on pourra en parler, mais pas beaucoup, ont été les Chiliens, qui ont quitté le Chili après le coup d'État de Pinochet, puis les Boat People du Sud-Est asiatique, dont Vietnam, Laos, Cambodge. Les années 80 sont vraiment celles d'une grande diversification des origines des réfugiés. La Turquie, alors la Turquie, il y avait les Arméniens, mais ce n'est pas les mêmes motifs. Cette fois, c'est la Turquie pour les coups d'État, c'est la demande kurde aussi. L'Iran, avec la révolution évidemment, la République démocratique du Congo, l'Angola, la Mauritanie, le Sri Lanka, l'Afghanistan. On ne peut pas dire tous les pays, puisque maintenant, il y a énormément de pays d'où proviennent les demandes d'asile. Et 1989, c'est une autre rupture, parce que c'est la chute du mur. Et donc, c'est la fin du cadre de référence de la Convention de Genève, qui était un texte de guerre froide. Donc, c'est vrai que ça a changé énormément la situation, mais c'est marqué par des exils, 2 pays d'Europe de l'Est notamment. Vous avez la guerre en ex-Yougoslavie qui a donné lieu à beaucoup de demandes de statut de réfugiés, et puis le Rwanda, le génocide au Rwanda, encore aujourd'hui l'Afghanistan. Parmi les 10 premiers pays de demande, il y a bien sûr la Syrie, il y a le Soudan, les pays d'aujourd'hui. La deuxième évolution, c'est qu'en liaison avec cette définition, on a mis en place une méthode qu'on appelle l'éligibilité individuelle. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'appartenir à un groupe persécuté ou à un groupe national pour être réfugié, mais il faut qu'il y ait une crainte individuelle. Et c'est une méthode en fait, qui a été formalisée dans des manuels, adaptée par la jurisprudence, perfectionnée au fil du temps, qui est l'instruction jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Individuelle, mais à la lumière de tout ce qui se passe dans les pays, bien sûr, et aussi de l'appartenance à des groupes vulnérables, qui sont des choses qui sont prises en compte. Et troisième élément, ce statut est devenu plus consistant, c'est-à-dire qu'il a donné des droits nouveaux, qui se sont beaucoup développés depuis le passeport Nansen, en fait. La catégorie de réfugiés, le premier droit, ça a été la protection contre l'expulsion de la Convention de 1933, et puis différentes lois sociaux
droits sociaux qui ont été accordés aux réfugiés par la Convention de Genève depuis 1951. Et du coup, c'est un statut qui était temporaire, enfin ce statut de réfugié était conçu comme temporaire, je crois par les créateurs, mais aussi par les réfugiés eux-mêmes qui, en général, ont l'idée de revenir dans le pays qu'ils ont perdu. Les Russes pensaient que le régime bolchevique allait tomber. Voilà, donc il y a cette idée de temporaire. Les Espagnols, par exemple, ont pensé que Franco allait finalement tomber après la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, à cause de tous ces droits, ça devient un statut d'enracinement. Vous avez dit intégration tout à l'heure, et c'est le même mot en fait. Moi, j'avais mis enracinement, mais intégration, c'est beaucoup mieux. Donc depuis cette période, de nombreux réfugiés se sont installés en France ou en Île-de-France. Alors les réfugiés espagnols de la guerre civile, j'en ai parlé, les Polonais vivaient... Enfin, majoritairement, les réfugiés étaient sur l'Île-de-France quand même, mais avec une répartition différente suivant les nationalités. Et je ne peux peut-être pas tous les évoquer, mais j'avais envoyé quelques éléments pour parler par exemple des réfugiés du sud-est asiatique qui sont très nombreux dans le 13e arrondissement de Paris, même si on l'appelle Chinatown, c'est plutôt un quartier de réfugiés du sud-est asiatique. Et à la fin 2017, parmi les réfugiés protégés qui résident en Île-de-France, il y a 107 000 réfugiés protégés en Île-de-France. 20% sont des Sri Lankais qui occupent le quartier de la Chapelle, Little Jaffna, dont on parle, et aussi des communes de banlieue maintenant, comme Sarcelles, Garges-les-Gonesse, La Courneuve. Et aussi, il y a une grande importance aussi, beaucoup de réfugiés de la République démocratique du Congo à Paris. Alors, juste quelques mots maintenant du travail d'archives et d'histoire que mène l'OFPRA depuis quelques années, qui nous vaut d'être ici. C'est un double projet, c'est faire connaître et valoriser l'histoire de l'asile en France, donc l'histoire du statut de réfugié dont je viens de vous parler par exemple, mais aussi permettre de donner aux descendants des réfugiés un accès à leur histoire. Tout ceci en ouvrant des archives qui en fait étaient restées longtemps fermées, qui sont maintenant ouvertes après un délai de 50 ans. Alors d'ailleurs, je reprends ce que vous avez dit, ça se capte, vous avez dit, c'est des archives, mais les archives, ça va disparaître. Vous avez dit ça tout à l'heure. Ça va peut-être disparaître dans un lieu où seuls les archivistes ont accès. Alors en tant qu'archiviste, je proteste, les archives sont faites pour être communiquées et elles ne sont pas faites pour disparaître. Mais je comprends très bien ce que vous vouliez dire. je comprends. Nous, j'essaie de travailler à la jonction d'un double récit, le récit de l'asile et le récit des réfugiés qui se mêlent souvent. J'en donne un exemple. Pour connaître le fonctionnement de l'asile, on a fait des entretiens filmés sur des anciens agents de l'OFPRA. Et une partie d'entre eux sont d'anciens réfugiés, puisque en fait, c'est comme ça que s'est construit le statut et c'est aussi comme ça que s'est construit l'OFPRA avec beaucoup de réfugiés ou de descendants de réfugiés. Et après, on ouvre surtout nos archives à ceux qui cherchent leur récit familial, leur histoire. C'était évoqué tout à l'heure, on trouve mon père, ma famille, j'écris, je communique, donc c'est très important. Nous, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir et il y a une réfugiée arménienne qui nous a dit un jour mais nous, les réfugiés, on vient de nulle part, c'est ce que nous ont dit nos parents. Et c'est vrai que beaucoup disent ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de récit et ils ont envie de savoir quand est-ce que mes parents sont entrés, quel visage ils avaient, par où ils sont passés. Donc, très important pour nous de donner accès à ces archives. Donc, on a fait un portail d'archives numériques, on a 9 km linéaires de dossiers dans nos archives de l'OFPRA. C'est-à-dire, si vous les mettez les uns après les autres, ça fait 9 km. Et l'OFPRA, depuis l'origine, a protégé 1 million de personnes à peu près. Donc, vous avez quand même énormément de récits qui sont conservés dans ces archives. Et ils sont utilisés par des artistes, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Bon, avant-hier, j'étais à la projection en avant-première de Funan, un film de Denis Do sur l'histoire de sa famille qui a pu fuir le régime Khmer. Et c'est un fils de réfugié, donc ça va sortir bientôt. Et c'est un peu un travail qui ressemble à ce que vous avez fait. Et je crois que c'est très important que les artistes relatent, en fait, sont là pour un peu, enfin, de mon point de vue, raconter l'histoire de tous, finalement, et la dire d'une manière qui peut nous toucher. Mais je crois aussi que chaque personne peut venir chercher finalement l'histoire de sa famille, où tous les gens qu'on voit, ils en font des livres, des PowerPoint, des sites, des blogs. Pour raconter une histoire, toutes les traces sont importantes. Et je voulais terminer en citant non pas un réfugié, mais un écrivain français, qui s'appelle Patrick Modiano. Alors il est français, mais il est parti à la recherche de son père, qui était un aventurier toscan, juif d'Alexandrie, né à Salonique, qui s'était établi en 1903 avec la nationalité espagnole à Paris. Sa mère était moitié hongroise et moitié belge. Et voici ce qu'il écrit dans Livret de famille. Je descendis les escaliers de l'hôpital en feuilletant un petit cahier à couverture de cuir rouge, le livret de famille. Ce titre m'inspirait un intérêt respectueux comme celui que j'éprouve pour tous les papiers officiels, diplômes, actes notariés, arbres généalogiques, cadastres, parchemins, pédigrés. Sur les 2 premiers feuillets figuraient l'extrait de mon acte de mariage avec mes noms et prénoms et ceux de ma femme.
J'ignore où je suis née et quel nom ont juste porté mes parents lors de ma naissance. Une feuille de papier bleu marine pliée en 4 était agrafée à ce livret de famille, l'acte de mariage de mes parents. Mon père y figurait sous un faux nom, parce que le mariage avait eu lieu pendant l'occupation. Et je pense, et lui, avait-il été enregistré à un état civil quelconque? Quelle était sa nationalité d'origine? Belge, allemand, balte, plutôt russe, je crois. Et mon père et ma mère. Il devait se trouver quelque part des registres aux feuilles jaunies où nos noms, nos prénoms, nos dates de naissance, les noms et les prénoms de nos parents étaient indiqués à la plume d'une écriture au jambage compliqué. Mais où se trouvaient ces registres? Eh bien, pour les réfugiés, nous conservons une partie de ces registres et nous les ouvrons à qui veut les consulter. Merci. Merci beaucoup Aline pour voilà, ce récit de nombreux récits. Non, je trouve ça toujours important. Sauf que pour reprendre un peu ce qui s'est dit, ce qu'on a vu, entendu, la question qui était posée un peu dans le titre de la soirée, c'est quoi la vie dans le costume d'un réfugié, qui est porté depuis de nombreuses années par pas mal de gens ici présents. Mais je voulais du coup solliciter Aïssam, qui participe depuis le début à cette réflexion-là, en étant à la fois une personne, enfin, en ayant interviewé un certain nombre de personnes, en ayant été lui-même interviewé et en participant à ce travail artistique. Donc voilà, je voulais avoir un peu ton ressenti et du coup, justement, est-ce qu'à un moment on a envie de toujours creuser cette question de c'est quoi vivre comme un réfugié, ou au contraire c'est de casser aussi pas mal d'idées que les gens peuvent avoir. Bonsoir. Je m'appelle Aïssam, je suis en France depuis 2015, je viens de la Syrie. En fait, toujours, j'écoute le mot ici, intégration. Parfois, il y a des gens qui disent non, c'est pas l'intégration, c'est l'insertion. Et maintenant, après 4 ans de vivre, presque 4 ans à Paris, je dis c'est pas ni l'intégration ni l'insertion. À mon avis, c'est l'interaction. Parce que nous, on a des choses qu'on peut donner aussi, on peut participer et on apprend aussi. Donc, je trouve ça le mot, à mon avis, qui représente nous ici en France. Moi, j'ai participé dans le projet de Specially Unknown comme enquêteur et aussi interviewé. Et puis, avec mon ami Mohamed, on a travaillé à Damas dans une entreprise qui est en télévision pour les enfants. Donc, on a fait production. Lui a pris le côté artistique, moi le côté de business, un petit peu de production. Et ici en France, on a dit pourquoi pas, on travaille ensemble, on fait une petite boîte de production pour raconter notre histoire, notre background, etc. Donc maintenant, ça c'est notre premier projet. Après, j'espère qu'on a des projets encore parce qu'on a beaucoup de choses pour raconter. Est-ce qu'il y a des envies de questions, d'en savoir plus, des réactions par rapport à ce qui s'est dit? Bonjour. Alors, vous parlez d'intégration, d'insertion, tous ces mots qui en fait sont super cruels. J'en rajoute un de plus, c'est l'assimilation, comme si on devait accueillir les gens et les mettre dans le moule sans leur laisser le choix. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire et ne surtout pas faire quand on accueille des gens qui fuient les images qu'on a vues, qui sont terribles, mais aussi dans le cas de personnes qui souhaiteraient simplement venir et partager. J'aime bien ce mot, partager. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? À mon avis, mon expérience personnelle, j'ai trouvé la société française vraiment ouverte. Tout le monde sont gentils. Ça, c'est dans le côté social.
côté des démarches administratives, c'était vraiment un peu de cauchemar. Mais ça va maintenant, c'était passé. Mais toujours, les choses que, quand on est ici en France, toujours on dit ok, maintenant je suis presque français, je sais comment faire les courses, le métro, je travaille, etc. Mais toujours on a dans le background, on a la vie dans notre pays et on n'est pas maintenant, je ne suis pas vraiment syrien, je ne suis pas français, on est au milieu. Donc je trouve la société française vraiment comme citoyens, ils ont vraiment la volonté de donner le maximum pour nous aider. C'est juste peut-être l'histoire d'organiser tout ça, mais ça c'est vraiment une question complexe. Il n'y a pas de réponse directe et facile. Il faut peut-être réfléchir ensemble, faire du brainstorming, etc. Et après, parce que chaque pays c'est différent, même si c'est l'Europe. Peut-être l'expérience en Allemagne c'est différent. J'ai mon cousin à Berlin et lui il me raconte totalement son expérience est totalement différente. Donc dans chaque pays, je crois ça c'est quelque chose de personnel. C'est vraiment compliqué de trouver une solution, mais on peut commencer par réfléchir ensemble. Moi, en Allemagne, avec les jeunes avec lesquels je travaille, je pense c'est pas aussi, beaucoup parmi eux, c'est pas aussi la destination finale. C'est vraiment, ils veulent aussi être là et avoir les papiers et continuer leur chemin aussi ailleurs. C'est pas aussi leur destination finale d'Allemagne. Et la question d'intégration en Allemagne, comme ici, je vois pas en Allemagne, on les accueille et on les inscrit dans une école d'apprentissage des langues directement pour pouvoir les orienter dans les métiers qu'ils vont apprendre. Et aussi les métiers, ça dépend de métier. Quand on dit métier, il y a aussi la plupart de tout ce que je travaille avec eux, c'est soit apprendre à être cuisinier, soit apprendre à être boulanger, soit apprendre à être mécanicien, soit apprendre... Mais pour eux, la plupart, je pense que c'est aussi vraiment, c'est comme je veux faire ça juste pour avoir mes papiers et pouvoir continuer mon chemin ailleurs ou pouvoir répartir librement chez moi et revenir faire des va-et-vient. Mais il y a un problème réel qui se pose, c'est que pour les réfugiés africains, que je travaille avec eux, que je connais beaucoup, ils causent énormément de problèmes. Parce que quand je dis ils causent énormément de problèmes, c'est-à-dire ils vont très bien s'habiller, ils vont aller s'adosser sur une voiture qui est très jolie et ils vont envoyer la photo dans leur pays et ils font rêver les gens dans leur pays et les gens disent « Ah là, ils sont bien placés ». Alors que ce n'était pas le cas. Et je reviens toujours aussi sur la question de monsieur, parce que c'est vrai que les jeunes réfugiés qui arrivent, qui souffrent et qui font rêver les gens qui sont au pays, et eux, ils pensent que vraiment, eux, ils sont très bien ici. Ils sont bien. Et ça, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation dans ces côtés à faire à partir d'ici aussi. Parce qu'avec des associations qui devraient communiquer peut-être avec les jeunes ou avec des réfugiés à partir d'ici, je ne sais pas comment, mais je suis ami beaucoup avec eux sur Facebook. Et quand je les vois sur Facebook, c'est pas eux
c'est pas eux, c'est complètement des stars, c'est complètement d'autres personnes. Et voilà. Mais sinon, la question sur l'intégration, c'est très difficile. Je pense que c'est très difficile en Allemagne qu'en France. Parce qu'en Allemagne, ils vont apprendre la langue et tout, mais en France, en Allemagne, quand je dis Allemagne, c'est surtout Munich. Moi, j'ai beaucoup travaillé à Munich et même pour moi, c'était très difficile. On me demande des fois, est-ce que tu es venu en bateau? Dans les restaurants, il y a beaucoup c'est difficile de vivre pour moi. Vraiment, en tant que réfugié dans la ville où j'étais à Munich, c'est très difficile. Aller danser, c'est un problème. Tu ne pourras même pas avoir l'accès à aller dans une boîte parce qu'il faut que tu aies vraiment tes papiers complets. Si tu montres juste un papier d'accueil, c'est difficile même de s'éclater, en tout cas d'être heureux et de faire ce que tu veux faire. Mais quand je vois les photos, ça me choque, ça fait un retour sur eux à communiquer avec eux. Bon, le mot intégrer, pour moi, c'est vraiment, c'est un mot qui est créé, mais c'est très difficile à le définir. C'est vraiment intégrer, c'est très difficile pour moi à définir. Voilà. Merci. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que entre la parole institutionnelle, les tentatives de trouver les mots qui raconteraient le bon chemin à prendre pour l'étranger qui arrive en France, entre ces propos, ces paroles institutionnelles et ce qui se passe sur le territoire, hein, on se rend compte, je travaille dans un cercle de chercheurs, de près de 250 chercheurs qui travaillent sur les questions de migration, qu'il y a une vraie distance, en tout cas en France, entre le propos institutionnel et la réalité sur le terrain, où on assiste à plusieurs dizaines de milliers d'accueils d'individus réfugiés dans des familles qui vont accepter 1, 2 personnes et de façon tout à fait ouverte, sans négociation sur le cadre dans lequel ça se passe. Il y a aujourd'hui une association d'élus qui veulent défendre ce que c'est qu'un territoire et une ville accueillante. Et donc c'est une structure qui a été portée à l'origine par Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, dans la banlieue à côté de Calais. Donc voilà, entre le discours officiel avec des mots qui peuvent nous heurter, il y a une réalité locale. Vous connaissez peut-être cette histoire de ce maire d'une petite ville en Italie, Riace, qui a accueilli des gens depuis plusieurs dizaines d'années, qui a fait revivre son territoire avec des savoir-faire, des ingéniosités qui sont arrivés du Sud et qui aujourd'hui est en prison, il n'est pas en prison, il est en résidence surveillée parce que sa pratique locale, soutenue par la population, n'a pas l'air de plaire au gouvernement. Donc, on peut ajouter sur ça, sur le oui. c'est qu'en fait, il l'a fait, mais... Bon, vous êtes chercheur, vous le présentez en disant qu'il l'a fait comme s'il avait réfléchi et tout. Il l'a pas fait comme s'il avait réfléchi. Ils l'ont fait complètement spontanément, sans se dire on va faire un article de loi, on va faire ceci, cela. Donc ils ont tout simplement réagi. On va compter les gens qui accueillent les réfugiés. En France, vous dites qu'ils l'ont fait de cette façon-là. Hein, donc c'est pas du tout quelque chose qui a été pensé, philosophé, tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui est important, c'est que ça a été fait naturellement. Quoi. C'est comme ça que ça devait se faire. Alors après j'ai autre chose à dire, mais allez-y. Non, mais c'est... Soyez rassurés. L'insertion, on le rabâche constamment, hein, même nous, les C-France, si j'en puis dire, parce qu'on est une bande de connards et de connasses qui ne veulent pas travailler, et ça fatigue la classe du monde. Donc, c'est ça le problème. Hein. Je veux dire, Macron, et même Brigitte a dit, maintenant il faut se réconcilier, nous on est les riches, on doit en profiter parce qu'on est les riches, et vous, bon bah écoutez, c'était bien 5 minutes, mais arrêtez de faire le désordre.
Donc ça, c'est une constante complète qui devient fatigante, quoi. Il y a autre chose que je voulais dire, je trouvais excellent que vous avez parlé de ce que vous faisiez avec les réfugiés, notamment au niveau du corps, parce qu'il y a un metteur en scène en Italie aussi, et il l'a pas fait dans la durée comme vous, qu'il a fait aussi avec des réfugiés, qui a fait des pièces de théâtre, et il les a fait travailler. Et ça aussi, c'était très bien, parce qu'il les faisait aussi travailler sur cette notion du corps et dans leur de vivre bien dans le corps. Là, maintenant qu'ils étaient en Italie, des points finaux, quoi, de se sentir eux-mêmes intégrés. Il y a d'autres choses que je voulais dire, je ne m'en ai plus. Je crois qu'après ça, il y a un coup à boire. Ce que je peux dire aussi pour resituer un peu la situation, c'est que, voilà, je vous ai dit, je participe à une structure de recherche. Voilà, depuis un an, donc, un certain nombre quasi 300 chercheurs en sciences humaines et sociales et en sciences de la vie, répartis sur l'ensemble du territoire français, se sont regroupés pour travailler sur un certain nombre d'axes de travail en commun. Donc, au lieu de travailler chacun dans son coin, l'idée c'est de travailler sur les axes de travail définis par dans différents départements. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est les chercheurs qui souhaitent intervenir dans le débat public. On se rencontre un peu comme sur les questions du réchauffement climatique. Comment est-ce qu'il y a une vraie étanchéité entre le discours de la recherche et le débat public et la prise de rang politique. Donc, comment faire en sorte que les chercheurs puissent intervenir dans le débat public. Et puis, troisième point fort porté par cet ensemble de chercheurs, c'est comment multiplier ce type de rencontres, c'est-à-dire faire en sorte que chercheurs, acteurs du territoire, habitants, ONG, collectivités territoriales multiplient les occasions de se croiser, de se rencontrer et d'avoir des envies de travailler ensemble. Parce que ce qu'on se rend compte bien volontiers sur cette question des migrations, c'est que c'est une question qui ne cesse d'être instrumentalisée dans le débat public aujourd'hui en France, et que grosso modo, c'est pas la recherche, c'est pas les artistes qui règlent la musique, c'est malheureusement l'extrême droite qui règle la musique sur ces questions-là. Donc il y a pour donner un peu d'espoir ou d'horizon, hein, pour nous donner un peu d'espoir et d'horizon, se dire que du côté de la recherche aussi, il y a une mobilisation forte sur la question des tarifs pour les étudiants étrangers, par exemple. Un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de responsables d'université ont dit « nous n'appliquerons pas les mesures en matière d'augmentation des tarifs universitaires ». Donc voilà, encore une autre raison de se dire qu'on n'est pas dans un monde tout noir. Oui, avant qu'on aille boire un verre, moi ce qui me frappe quand même dans tout le retour qu'on a des témoignages des réfugiés, c'est ce poids de l'administration. Mes papiers, les poèmes qui sont écrits par des réfugiés qui parlent de la colère et tout ça. Et quand vous parlez de Damien Carême et de ce qui s'est passé à Grande-Synthe et de la différence du camp entre la jungle de Calais et Grande-Synthe, Grande-Synthe, elle a fini elle s'est complètement embrasée. Moi, j'y suis allée plusieurs fois et c'était un camp qui était complètement quadrillé par l'administration depuis le début. Et les gens, ils étaient asphyxiés là-dedans. À la fin, ils faisaient même venir des psychothérapeutes. Alors que dans la jungle de Calais, avec tous ces défauts, dans toute cette boue, il y avait une espèce de vie qui s'était installée. Parce que quelque part, ils étaient libres de s'organiser comme ils voulaient. Alors, il y avait des trafics, ok. Et puis après, on a réduit le territoire de la jungle, donc les gens, c'était surpeuplé. Mais il y a eu un mouvement humanitaire en plus autour de la jungle de Calais qui était magnifique. Bon. Mais bon, ce qui s'est passé à Grande-Synthe, c'est vraiment l'administration qui a asphyxié le camp et qui a fait que ça n'a pas pu fonctionner vraiment. Et là, ce que tu nous dis encore, Tégué, ce que tu renvoies, c'est vos papiers. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc sur lequel nous, les Français, il faut qu'on travaille. C'est ce poids-là. Voilà. C'est ça que je veux dire. Il y a Mohamed qui voulait prendre la parole, et après... Je vais dire quelque chose à l'intégration et essayer encore pour parler français.
Les choses pour intégration, je pense la plus importante chose, l'intégration administrative et l'intégration pour travailler, quelque chose comme ça, mais quelque chose pour intégration culturelle, je ne sais pas si c'est quelque chose de vrai ou pas, parce que ça dépend à la peuple que je connais à Paris ou pas, quelqu'un je peux parler ou je ne peux pas. Mais les choses pour moi les plus difficiles, c'est attendons le papier, c'est arrêter l'intégration pour travail, parce que j'attends pour 1 an et 6 mois pour j'ai le permis de travail, et donc j'ai juste attendre et boire les bières, c'est juste ça, c'est le problème, mais c'est le plus important problème pour l'intégration pour moi, peut-être pour le peuple que je connais, mais ok, j'arrive ici. Bonjour, moi malheureusement je n'ai pas pu voir la performance puisqu'on ne m'a pas laissé entrer, je suis arrivé un petit peu en retard. Quand on parle d'intégration, il y a des choses qui me gênent toujours énormément, c'est qu'on continue maintenant pour des enfants de gens qui étaient français, notamment algériens, qui sont arrivés en France, on parle d'émigrer à la 3e, 4e génération, ce qui est absolument un non-sens et ce qui est un refus viscéral et un refus raciste d'intégrer. L'intégration, c'est forcément un rapport dialectique. Donc ça, c'est... Bon, quand on parle des gens qui hébergent, qui accueillent, il y a quand même un problème considérable qui est le problème des délinquants, la question des délinquants solidaires. Donc on l'a vu avec Mimo, le maire de Riaché, qui est poursuivi pour quelque chose. Maintenant, tous les chefs d'inculpation, je crois qu'il y avait 17 chefs d'inculpation contre lui, ils sont tous tombés. Qu'est-ce qui reste? C'est le nom d'appel d'offres pour le ramassage des ordures du village, qu'il a fait faire par une coopérative solidaire qui est dans le village de Riaché, avec des ânes, parce qu'il disait que les ânes, il n'y a que nous qui avons des ânes, il n'y a que cette coopérative qui a des ânes, qui peut passer dans les ruelles du village. Donc là, c'est pour l'instant ce qui reste, toujours pas de procès, on attend les élections au mois de mai. Ça, c'est une chose. Mais les délinquants solidaires, c'est un problème qui touche tout le monde, n'importe qui, et qui est très grave. On n'arrête pas de faire des lois où on va abolir le délit de solidarité. Le délit de solidarité, juridiquement, il n'existe pas, et on a tout le temps des gens qui sont attaqués pour ça. On parlait de Diamant Carrel et de Grande Sainte. Il s'est passé quelque chose bien avant, en 2012, à Noran-de-Fonte. Marc Bounois, le maire de Noran-de-Fonte, avait créé l'association des maires accueillants, qui était quelque chose d'extrêmement intéressant et qui rassemblait plus de 200 maires dans le Pas-de-Calais. Et je crois qu'on voit effectivement ici qu'il y a de plus en plus, beaucoup de réactions solidaires, quantité de gens qui hébergent, sauf qu'il y a tellement de gens à héberger que ça veut dire quoi héberger? Ça veut dire on héberge à la maison, mais il y a trop pour héberger à la maison, on ne peut pas. Donc on va ouvrir un squat. Les gens qui ouvrent des squats vont se retrouver poursuivis. Voire dans certains cas, j'ai oublié le nom de ce village, c'est au nord de Marseille, où il y a un squat qui devait être évacué. Finalement, le tribunal de Gap a accepté que le squat continue de fonctionner parce que, à cause des manquements de l'administration française qui devait accueillir les mineurs. Je crois qu'il y a quelque chose comme 200 mineurs dans ce squat. C'est le même tribunal qui a condamné à de la prison des gens qui ont fait de la solidarité, qui n'ont fait passer personne, quitte à inventer des délits, dans certains cas des délits qui n'ont rien à voir avec le fait d'héberger. On a des gens, des directeurs, il y a quelques années, de communauté Emmaüs, qui se sont retrouvés mis en examen pour avoir hébergé et fait travailler des gens dans la communauté. Donc, et donc j'ai écouté le débat, à aucun moment j'ai entendu parler du racisme d'État, qui est quand même un des fronts du problème,
quand on parle de réfugiés, le business que les camps de réfugiés peuvent engendrer. Bon, je pense à un exemple tout simple, c'est Ikea qui a fabriqué des chalets, qui va vendre des chalets, tout un business de la sécurité autour des frontières. Je crois que c'est aussi une des choses qui est importante dans le débat. Peut-être que ça a été abordé dans la performance que j'ai pas vue. Bah, ça va être abordé forcément de la même façon, après c'est en tête, mais je ne sais pas si l'un de vous veut répondre un peu à ces questions-là. Il y a tellement à dire aussi. Sur la question du racisme, ça, j'ai parlé sur des Munich. Moi, ce que je vivais, c'est du racisme. Donc, j'ai créé une pièce qui, un solo, avant de venir, je l'ai joué, ça s'appelle « Je sors de nulle part, mais d'un trou obscur ». Et ces solos, je me suis inspiré de toutes ces questions, des regards sur, surtout le regard sur la peau noire. C'était ça, que ça soit en France, en Allemagne, à Londres ou d'autres pays. Donc, mais en Allemagne, moi j'ai vu la question du racisme à Munich. Pour moi, c'était très fort, de telle manière que j'ai dit à ma conjointe, je ne peux pas vivre à Munich cette année si on ne quitte pas Munich. Donc on a déménagé il y a 5 jours, là on est à Berlin, parce qu'il faut croiser toujours une ville où il y a plusieurs nationalités, plusieurs personnes venant de partout, plusieurs couleurs. Même si le racisme existe, on ne le ressent pas. Parce qu'on croise aussi plusieurs personnes de plusieurs couleurs et même si le racisme existe, c'est plus intérieur et peut-être pas comme à Munich, tu le sens, tu le vois. Et je peux être fouillé mes sacs tout le temps comme un vendeur de drogue. Je peux être pas servi dans un restaurant si, même si j'arrive avant l'autre, où le servant m'ignore complètement jusqu'à 30 minutes, peut-être je vais partir ou j'ai faim, j'ai envie d'insister et manger, je reste, je mange. Donc j'ai vécu ça pendant 5 ans et ça c'est une question, je pense, ça dépend des villes. Comme je suis à Paris, je ne le sens pas. Je dis toujours, à Berlin, je ne le sens pas parce que je vois aussi tous les gens de différentes couleurs. Dans les grandes villes, on ne le sent pas. Donc moi, j'ai senti ça à Munich et j'ai joué, j'ai communiqué là-dessus et la pièce va tourner. Et en Allemagne, à Munich, c'est financé par eux et ils vont faire tourner la pièce pour... voilà. Traiter la question, avoir des discussions avec le public. Bonsoir. Moi j'avais plusieurs petites réactions ou questions. Par rapport à l'OFPRA, je trouvais ça intéressant tout ce que vous disiez. Après moi j'ai un petit peu de mal à entendre parler de l'OFPRA sans entendre parler aujourd'hui de la demande d'asile, de Dublin, des longueurs que c'est aujourd'hui, des conditions qu'il faut remplir pour être accueilli en tant que demandeur d'asile, de ne pas parler des centres de rétention qui sont hyper pleins et des conditions de... Enfin voilà, de tout ça. Je trouvais que c'était intéressant, et puis à un moment ça s'arrête, et puis aujourd'hui c'est quand même... c'est pas que un pays d'accueil, etc., loin de là. Et il y a aussi j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Prouve que tu es gay », où des gens sortent de leur pays parce qu'ils cachent leur homosexualité, etc. Ils arrivent et ils doivent, devant l'OFPRA, ils ont des assos qui les aident à s'entraîner, etc. Mais ils doivent prouver qu'ils sont gays à tout prix. Enfin, c'est d'une violence aussi parfois à certains entretiens, et ce qu'on leur demande pour prouver la raison de leur venue ici et de leur demande d'asile. Et après, je me demandais, c'est une question, c'est quelque chose que je connais, je sais pas, c'est qui décide de quel pays je sais pas comment on dit, permettent d'avoir une demande d'asile ou pas. Moi, je connais beaucoup de Guinéens à Lille, et la Guinée apparemment fait pas partie des pays. Donc je me demandais quel organisme, quelle structure décide et sur quels critères.
Voilà, après, par rapport à juste l'art, moi je trouve ça super, je pense que c'est un super moyen de parler des choses et de dénoncer des choses surtout. Après, je trouve qu'il y a que c'est souvent véhiculé, on véhicule souvent, je trouve qu'il faut faire super attention à l'image qu'on véhicule des personnes, parce que souvent quand même, les nombres d'expos photos, de documentaires qu'on voit sur les camps, Calais, etc. Et à part, je pense que ça fait véhiculer une image assez misérabiliste et des personnes et assez toujours en position de faiblesse, etc. Alors qu'il y a énormément de résistance, qu'il y a énormément que les gens se battent justement pour avoir pendant des mois, voire des années, pour pouvoir avoir un statut, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir un minimum de conditions de vie un peu dignes. Et voilà. Et je trouve que souvent, moi, je vois des choses artistiques qui sont aussi très misérabilistes et qui, je pense, véhiculent une façon de voir les personnes comme si elles ne pouvaient pas être, je sais pas, en position de force, etc. Je sais pas si c'est clair. Et juste par rapport à ce que tu disais sur les photos et tout ça, moi j'en vois tout le temps avec les gars avec qui je suis, qui se montrent en photo, etc. Après, je pense aussi, quand je leur demande, ils me disent qu'ils avaient à la télé, sur TV5, etc., qu'il y a zéro information. Il y a les trucs individuels, mais il y a aussi une responsabilité collective et systémique, sociétale, qui fait qu'on ne montre pas du tout ce qui se passe en France. On montre les discours à l'époque, je crois que c'était Hollande, quand il m'en parlait, et qu'on montre l'accueil, qui sont encore sur des vieilles idées de l'accueil, sur des valeurs françaises, etc., et qu'ils hallucinent complètement quand ils arrivent ici, mais que c'est pas seulement véhiculé par les photos qui s'envoient, parce qu'en plus ces photos-là, ils se les envoient parce qu'ils peuvent pas dire ils ont du mal à dire qu'ils sont dans la rue et qu'ils sont dans une tente après tout ce que la famille a pu faire des fois pour eux, où chaque situation est différente. Mais voilà, je voulais juste dire que c'était pas juste un truc individuel. J'ai plein de trucs. Marche, oui, c'est bon. Oui, merci. Alors, moi, effectivement, je suis là pour parler de l'aspect historique. C'est ma mission à l'OFPRA. Je m'occupe des archives et de l'histoire. Donc, j'ai fait un panorama historique. Après, que voilà, c'est pas. Ça, j'ai pas parlé de Dublin parce que c'est vraiment quelque chose de très contemporain qui n'est pas la matière sur laquelle je travaille. Donc, je ne peux pas vraiment vous répondre là-dessus. Par contre, vous m'avez demandé qui décide. En fait, c'est cette question. Comment est décidé, qui décide qui a le statut? C'est un peu ça votre question, non? Qui décide? Il y a des pays qui sont dits Ah, oui, c'est le conseil d'administration de l'OFPRA, c'est ça, le conseil d'administration de l'OFPRA. Et les pays d'origine sûre, mais qui ne sont pas des pays où il n'y a pas possibilité d'étudier la demande d'asile. Après, je croyais que vous me demandiez qui décidait, voilà, là vous avez parlé de l'éligibilité individuelle, c'était qui s'est construite progressivement. Alors, très vitement, seulement pour dire que c'est très intéressant, vous parlez de la France, je viens de l'Italie. Personnellement, je connais très bien la question de Riace. Mais la différence, je pense maintenant, je ne sais pas si vous avez la perception de ce qui se passe en Italie maintenant. On a en fait une législation raciale, parce que si la loi disent qu'il y a des citoyens qui peuvent faire des choses et des autres qui ne peuvent pas faire, et c'est le statut, mais surtout c'est l'origine nationale, c'est des lois discriminatoires. On est dans ce contexte pour l'instant, c'est-à-dire on a un gouvernement qui c'est un gouvernement d'extrême droite. On n'a pas le discours d'extrême droite, on a un gouvernement, majorité parlementaire d'extrême droite. Et c'est vrai, je dois dire que, en Italie, il y a de très bonnes pratiques, il y a un réseau sur le terrain que c'est très différent de la représentation institutionnelle normalement. Heureusement, parce que sinon je demande l'asile en France, comme le frère Ancel il y a un peu de temps. Le problème qu'il y en a, c'est que chaque pays, les activistes dans chaque pays, ou les institutions locaux dans chaque pays, travaillent dans leur pays
On n'a pas une internationalisation de la question. La droite, l'extrême droite, a une européisation de la question. C'est-à-dire, il pose la question au niveau européen en disant la forteresse Europe doit se défendre à l'extérieur. Nous, les activistes, nous sur le terrain, on n'a pas une vision internationale et globale de la question. On ne pose pas la narration au niveau européen. Alors je vous invite, étant qu'italienne, de dire en France et en Italie et en Hongrie et en Pologne, etc. C'est-à-dire il y a des citoyennes européennes qui ont peur de perdre l'identité européenne. Et comme disait Paul Valéry, l'identité européenne, c'est la droite, c'est la justice et c'est la charité. Si on perd ça avec des lois qui sont discriminatoires, on perd notre identité. C'est une question d'intégration pour nous les Européennes. L'extrême droite est en train de nous faire perdre notre identité. Ok? Alors, excusez-moi pour mon français. C'est exactement pour ça que tout à l'heure, je ne parlais pas simplement de racisme, mais de racisme d'État. Il y a des comportements racistes qu'on peut trouver au sein de la population. Je veux dire, bon, après tout, n'importe qui est libre de détester qui il veut, quoi. C'est pas... Mais l'État devrait avoir un rôle protecteur. L'État a un rôle, dans certains cas, un rôle hostile. On parlait de l'Italie, on pourrait parler de la frontière franco-italienne, de ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, du côté de Briançon et dans la montagne là. Je veux dire, et racisme d'État, par exemple, les gens qui sont les 7 personnes, enfin les 7 de Briançon, pour le procès des 7, il y en a eu 4 autres, il va y en avoir d'autres. Mais ce procès dit des 7 de Briançon, il est parfaitement emblématique et des questions de représentation. Il y a l'extrême droite qui fait une manifestation, hein, les identitaires qui vont même rétablir la frontière. En plus, ils ne connaissaient pas bien l'histoire, ils sont trompés, ils ont pris la frontière d'avant 45, donc ils étaient à 15 km de la frontière, mais bon, c'est pas grave. Qui arrive, qui réintroduit des contrôles à la frontière, hein, les identitaires, qui amènent des gens à la police. Bon, bref. Le lendemain, il y a une manifestation de solidaires qui ne fait passer de la frontière à personne. Sur les 200 personnes qu'il y avait là, il y avait à peu près 20 Noirs. Parmi les 20 Noirs qui étaient là, il y en avait quelques-uns qui étaient italiens. Il y en avait d'autres qui étaient français. Il n'y a eu aucun contrôle d'identité. Et les gens se sont fait arrêter, sont passés en procès pour avoir fait passer la frontière à des personnes en situation irrégulière, avec comme circonstance aggravante de l'avoir fait en bande organisée. La bande organisée, c'était la manifestation. N'empêche, non, les Pachos, ils n'ont rien eu. Et avec ça, par contre, il y en a qui ont été condamnés à 1 an de prison, donc 8 mois avec sursis. Voilà ce que c'est pourquoi? Parce qu'on est dans une manif où il y a des Noirs qui sont là près de la frontière. Ça, c'est du racisme d'État. C'est pas la même chose. C'est beaucoup plus grave que de refuser de servir à quelqu'un. C'est un niveau supérieur. Et l'État devrait pouvoir intervenir si on refuse de servir une bière à quelqu'un parce qu'il est noir. Normalement, ça devrait être un délit. Or, l'État devient, au niveau du racisme, du côté des délinquants. Allons donc voir une bière. Bon, avant d'y aller et de précipiter trop la fin, je voulais vraiment remercier infiniment la Cité internationale des arts pour leur accueil, l'ouverture de leurs portes, d'ateliers, de travail et de logement pour les artistes. Vous remerciez tous infiniment aussi, et Saskia et toute l'équipe aussi de BNP pour poursuivre et avoir lancé ce projet. On leur fait confiance, voilà, jusque-là. Merci à vous tous, et donc on se reprend